Salut à tous et bienvenue sur cette troisième vidéo de la série sur les rites funéraires du monde, qui donc fait suite à une vidéo que j'avais fait au tout début de ma chaîne il y a un an, que je vous mettrai dans la barre de description, sur des rites funéraires asiatiques. Et du coup il y a 2 semaines on a découvert 3 rites funéraires d'Océanie, à savoir les crânes sacrés à Kiribati, la récupération des liquides corporels chez les aborigènes, et enfin les momies fumées de la tribu Anga. Je vous mets la vidéo ici. Dans la deuxième vidéo on est parti aux Amériques, on a découvert que les très célèbres totems, eh bien en réalité il s'agissait de tombeaux, que les origines du Dia de los Muertos, la très célèbre fête mexicaine des morts, étaient en fait sûrement très différentes de ce qu'on pensait, et enfin que le peuple inuit avait un rapport à la mort qui était assez extrême, mais au final très lié aux conditions de vie dans lesquelles évoluent les Inuits depuis toujours. Même chose, je vous mets la vidéo ici pour la voir si c'est pas encore fait. Et du coup dans la vidéo de cette semaine, on va partir en Afrique, découvrir encore 3 nouveaux rites funéraires. Encore une fois tous plus extraordinaires les uns que les autres, parce que je sais pas si vous savez, mais l'anthropologie du continent africain c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Alors surtout, restez là. Dans certaines régions de Madagascar, il existe un rite funéraire qu'on appelle Famadiana, ce que l'on pourrait littéralement traduire par retournement des morts. On peut dater ce rite aux alentours du XVIIe siècle, mais au final, il est le prolongement d'une très vieille coutume, assez classique finalement, qu'on appelle les doubles funérailles, et qui est répandue sur tous les continents du monde et très étudiée par les anthropologues, et qui consiste à placer le défunt dans un certain type de tombeau à sa mort, effectuer tous les rituels nécessaires pour qu'il ne soit plus un simple mort mais qu'il devienne un ancêtre, donc une figure sacrée, et du coup placer le corps dans un nouveau tombeau, digne donc du nouveau statut que le mort a pu acquérir. Et le rituel du Famadiana consiste à ressortir les défunts de leur cercueil, changer leur linceul et les porter à bout de bras en chantant et en dansant à travers une foule. C'est un rituel qui est extrêmement important pour les communautés qui le pratiquent parce qu'il met en relation les morts et les vivants. C'est-à-dire que les références aux ancêtres sont omniprésents à Madagascar. Tout est dû aux ancêtres, les bonnes nouvelles comme les mauvaises. Ils provoquent tout, la prospérité comme la maladie. On les considère responsables de tout ce qui arrive et du coup, les morts dominent totalement le monde des vivants. Et qu'est-ce qui enclenche une cérémonie de Famadiana? En réalité, c'est une cérémonie qui revient de manière assez cyclique, tous les 5 à 7 ans. Mais il est d'usage de dire que c'est parce qu'un ancêtre est venu rendre visite à un vivant dans un rêve pour lui dire qu'il a froid ou qu'il a déchiré son linceul, et que donc il réclame que les vivants lui offrent un Famadiana. Après, c'est un rite très célèbre et très étudié par les anthropologues qui y voient pour beaucoup une ambivalence super étonnante. Les morts dominent les vivants, mais si un ancêtre n'amène que des mauvaises fortunes alors qu'on considère prendre bien soin de lui, il est radié du lignage, de la généalogie, il est banni et on ne prend plus soin de lui. Aussi, ce seraient donc les ancêtres qui invoqueraient eux-mêmes leur propre célébration, mais il faut voir le manque de délicatesse avec lequel les corps sont traités durant cette célébration. Je vous mets des images à l'écran pour que vous vous rendiez compte. De nos jours, les anthropologues étudient toujours beaucoup ce rite, et son évolution est très symbolique de l'évolution des mœurs à Madagascar, mais surtout de l'économie. Avant, c'était une célébration qui comptait des milliers d'invités, toutes les villes et les villages voisins participaient à chaque Famadiana. Aujourd'hui, on compte maximum 100 ou 200 invités, juste les représentants de chaque famille, et on observe que ce rituel, d'usage très collectif, s'individualise de plus en plus. La raison, c'est parce que maintenant, chaque ménage est responsable financièrement de chacun de ses invités. Et puis il y a aussi un changement du rapport à la terre. Quand un ancien mourait, il fallait être là pour ses funérailles et pour l'honorer, pour acquérir un petit peu de ses terres. Parce que vendre la terre ou la céder à Madagascar avant la colonisation, c'était un tabou. Un truc interdit, un truc grave, un péché innommable. Mais maintenant, ce tabou n'existe plus et les Malgaches sont de moins en moins propriétaires de leurs terres. Et pour toutes ces raisons, le Famadiana est de moins en moins populaire, alors que pendant des centaines d'années, il était un événement capital à la survie du monde malgache traditionnel. Les Luo sont une communauté d'environ 7 millions d'individus, disséminés entre le Kenya, la Tanzanie, Nairobi, Mombasa et Arusha. Et dans la vie des Luo, le rituel le plus capital est le Tero Buru, qui correspond au décès d'un homme adulte et qui veut littéralement dire « emmener les cendres ».
C'est un rituel très complexe, pas forcément beaucoup étudié par l'anthropologie en plus, mais je vais essayer de vous le décrire au mieux dans cette vidéo. Lorsqu'un homme Luo, assez âgé, mourait, il fallait déjà que ce soit le soir. S'il mourait la journée, on attendait que la nuit tombe pour que la mort soit officielle. En attendant que l'annonce soit officielle, seules les femmes et les mères étaient autorisées à être en deuil, mais en silence. Personne ne devait être au courant de la mort. Puis ce sera leur responsabilité d'annoncer cette mort. Et rien que cette annonce est extrêmement ritualisée, l'épouse du défunt va arracher ses vêtements au cœur du village, couvrir son corps de cendres froides, en se lamentant, en gémissant, en pleurant le nom du mort. Les autres femmes proches du défunt, donc mère, sœur, fille, cousine, maîtresse, etc., vont, une fois que la première aura fini son tour, s'ajouter à la partie et faire de même. Et petit à petit, tous les membres de la communauté vont s'ajouter au groupe pour pleurer, hurler leur peine de voir le défunt partir, dans un genre de grand moment d'expression libre de la peine et du désarroi. À la fin de la nuit, les femmes vont se lamenter seules à nouveau jusqu'au lever du soleil, et une fois le jour arrivé, le processus va encore reprendre. Les hommes font traverser le visage à des taureaux, les amènent à la maison du défunt, aussi ils revêtissent leurs habits de guerriers, et les femmes exécutent des danses censées éloigner les mauvais esprits de la dite maison. Tout le monde chante, crie, récite des paroles, de plus en plus de gens s'ajoutent, et puis ça commence à ressembler à un grand brouhaha, à une immense cacophonie. Et selon les anthropologues qui ont étudié le phénomène, cette grosse cacophonie représente en quelque sorte ce qu'est la mort aux yeux des Luo, à savoir quelque chose d'incompréhensible qui concerne pourtant tout le monde. Et le Teroburu pourrait bien être une sorte d'opération culturelle pour essayer d'expliquer ce qu'il se passe au moment de la mort. Pendant tout ce temps, les anciens de la communauté et les enfants du défunt vont se mettre d'accord sur le jour de l'enterrement. Puis pendant au minimum 2 jours, le mort sera exposé à l'hommage. Le jour venu, les anciens vont seuls déterminer un lieu où ils vont donner rendez-vous à un frère ou un cousin du défunt pour que celui-ci commence à creuser la sépulture. Ensuite, les autres hommes vont prendre le relais tandis que le premier va faire un chemin avec des cendres de la tombe jusqu'au village et ainsi aller chercher les autres membres de la communauté. Ceux-ci vont suivre le frère aîné du défunt qui donc retourne vers la sépulture qu'il a commencé à creuser auparavant, mais cette fois-ci en portant les armes et les objets de valeur du défunt. On va alors procéder à l'inhumation et 3 jours plus tard aura lieu une nouvelle cérémonie, un genre de festival organisé par les jeunes de la tribu en l'honneur du défunt. Cette fête se déroule en présence des anciens, mais les jeunes en sont les seuls acteurs. Ils y montrent leurs capacités, c'est toute une organisation complexe, il y a des démonstrations guerrières, de chants, de danse, etc. Et en fait, on observe que ces festivals, bien plus qu'un hommage aux défunts, sont finalement un jour de rencontre et de séduction entre les jeunes célibataires de la tribu. C'est des pratiques qui n'ont plus vraiment lieu de la sorte aujourd'hui. En tout cas, disons pas avec autant de grandiloquence, d'extravagance, mais on retrouve certaines formes quand même, comme les défilés de taureaux, les veillées funèbres de femmes et surtout ce bruit. Et si vous tapez Teroburu dans Google, vous trouverez plein de vidéos amateurs qui vont vous montrer des versions actuelles et réadaptées de ce rituel. Au Ghana, il était d'usage de voir les grands chefs, par exemple, partir vers l'au-delà dans un palanquin. Le palanquin, c'est cet objet-là qu'on voit beaucoup en Inde et en Asie pour transporter des personnes prestigieuses. Et bien au Ghana, c'est là-dedans que les personnes prestigieuses étaient transportées dans l'au-delà. Et puis au début du XXe siècle, les archéologues ont découvert des cercueils tout ornés de motifs, décorés, de vraies œuvres d'art, dans la tribu des Ga, de la région du Grand Accra qui se trouve au sud du Ghana. On appelle ces cercueils cercueils de fantaisie, cercueils fantastiques ou encore cercueils proverbial. On va aller jusqu'à exposer ces cercueils au musée Pompidou en 1989, à l'exposition Les Magiciens de la Terre, les attribuant au menuisier Ga Kanyekwei, et ce parce que les premiers cercueils qu'on a trouvés avaient été réalisés par ce dernier. Mais de nombreux anthropologues tels que Roberta Bonetti ou Regula Tchoumi ont vite démonté cette idée. Car en réalité, ces cercueils arrivent juste dans la continuité des palanquins figuratifs traditionnels. Après le début de la colonisation, les Ga ont commencé à utiliser des cercueils, mais pour les gens importants, il fallait des cercueils particuliers, et ainsi sont nées de plusieurs hybridations et donc d'une longue histoire, les cercueils personnalisés du Ghana. Depuis les années 50, on voit des cercueils figuratifs chez tous les Ga, même les chrétiens. Il est d'usage de découvrir le cercueil le jour des funérailles, et les motifs sont commandités par des proches du mort, symbolisant souvent sa fonction sociale, sa profession, ou des proverbes qui l'accompagnent. Et le cercueil doit être le plus beau possible pour s'attirer la sympathie du nouvel ancêtre. Il faut aussi que celui-ci puisse laisser une image positive et marquante au reste de la société. Et si les cercueils personnalisés du Ghana sont le fruit d'une transition historique,
On assiste aujourd'hui à une nouvelle définition qui s'annonce. Ce ne sont plus seulement les chefs de famille, par exemple, qui ont le droit de partir via ce genre de cercueil dans l'au-delà, mais n'importe qui, à condition que sa famille soit prête à payer un maître menuisier pour fabriquer le fameux cercueil. Aussi, on fait des cercueils de musée en bois précieux et des cercueils funéraires sur commande en bois de Wawa. Quoi qu'il arrive, ces cercueils sont toujours réalisés à la main, et certains maîtres menuisiers du Ghana sont aujourd'hui connus sur le marché de l'art international. Voilà, c'est tout pour cette troisième vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, super hâte d'avoir vos retours dans la barre de commentaires. Je vous mets le lien dans la barre de description vers les 2 vidéos précédentes si vous ne les avez pas encore vues. Je compte sur vous pour partager, liker cette vidéo, etc. comme d'habitude, vous abonner à la chaîne si c'est pas encore déjà fait, venir me suivre sur Instagram aussi où tous les dimanches je vous fais un petit post sur une société, un anthropologue, un phénomène, un rituel, etc. Il y a toujours la cagnotte Tipeee pour soutenir mon travail financièrement pour ceux qui le désirent, pareil, lien dans la barre d'infos. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle ethnochronique, mais surtout le dernier épisode sur les rites funéraires du monde. Et pour ce dernier numéro, vous l'aurez sans doute deviné, on va voir 3 rites qui viennent du continent européen.